Bonjour. Bonjour Franck Tétart. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux cet après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Vous publiez chez Talendier un formidable livre de géopolitique que je vais montrer à la caméra devant moi. Le dessous des cartes, le monde mis à nu, la prolongation de la fameuse émission du même nom diffusée sur Arte. Un programme créé par le regretté Christophe Victor en 1990, auquel vous avez succédé Émilie Aubry. Cette émission pionnière à la télévision se développe désormais également en numérique sur Arte. Pourquoi avoir décidé de la prolonger aujourd'hui sur papier ? Parce que le livre reste un objet unique, indispensable et singulier, que le livre reste, que le livre s'offre, que le livre, et Franck le sait mieux que quiconque, on peut le mettre dans la bibliothèque d'un collège ou d'un lycée. Et puis, c'était une institution, une tradition, l'Atlas du dessous des cartes, déjà du temps, en effet, vous l'avez dit, du regretté Jean-Christophe Victor. Donc, on a voulu perpétuer cette tradition. Puis, c'était une manière aussi de rassembler mes 4 années de travail à la tête, à la rédaction en chef du dessous des cartes. Alors, vous le rappelez, Émilie Aubry, dans votre introduction, la géopolitique est de plus en plus populaire. Elle est même désormais enseignée au lycée. Dans quelle mesure, et je pose d'abord la question à Franck Tétart, l'approche géopolitique peut-elle permettre aux jeunes générations de mieux appréhender les enjeux internationaux dont les résonances dans notre quotidien sont de plus en plus prégnantes ? Je crois que d'abord une approche pédagogique autour des grands enjeux internationaux et à travers une approche géopolitique à l'école qui mêle non seulement la géopolitique mais aussi l'histoire, la géographie, la science politique, permet de mieux comprendre que les choses d'abord sont imbriquées, qu'il y a différents niveaux de lecture et que grâce à la cartographie, on arrive à spatialiser ces grands enjeux et à comprendre la complexité du monde qui nous entoure. On entend beaucoup parler, et je crois que les jeunes sont très conscients de cela, de la mondialisation, et je crois qu'avec la géopolitique, ils arrivent mieux à saisir ces enjeux qui sont et politiques et culturels et géopolitiques. La géopolitique, c'est d'abord des cartes ? C'est d'abord des cartes, non, mais c'est d'abord du territoire, c'est d'abord de l'espace. Et donc, évidemment, rien de mieux qu'une carte pour montrer et spatialiser ces territoires et ces enjeux territoriaux. Émilie Aubry, sur l'intérêt des jeunes générations pour la géopolitique et les enjeux internationaux ? Oui, pour nous, c'est vraiment fondamental parce qu'on a le sentiment qu'on répond à quelque chose qui ressemble à l'époque. C'est-à-dire que moi, je suis très frappée de voir à quel point, alors c'est normal d'ailleurs de les voir autant choisir l'option géopolitique au baccalauréat, mais très frappée de voir comme cette génération, allez, on va dire des 18-35 ans, en effet, est née, a grandi, est complètement inscrite dans la mondialisation, mesure sans doute mieux que nous à quel point aujourd'hui les interdépendances, c'est un fait établi avec lequel il faut dealer. Et puis chez les plus jeunes qui sont devenus adolescents, par exemple au moment des attentats de 2015, je dis ça au moment où va s'ouvrir le procès des attentats du Bataclan la semaine prochaine, ils ont pris de plein fouet le fait que ce qui se passe dans l'arc irako-syrien peut finir par avoir des conséquences en bas de leur rue, dans une salle de concert parisien. De la même manière, évidemment, qu'avec cette pandémie de Covid-19, à la fois ils ont été enfermés dans un tout petit périmètre et ils ont vécu encore plus qu'avant sur les réseaux sociaux, et que tous, qu'on ait 0 ou 105 ans, pendant des semaines, on a regardé ce qui se passait à Wuhan, en Chine, pour essayer de comprendre comment nous, on allait vivre 15 jours plus tard. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, tout est géopolitique d'une certaine manière, ou en tout cas, ce que j'appelle dans le livre le syndrome du village gaulois, ça n'est évidemment plus possible. Et souvent, on espère que tous les candidats de l'élection présidentielle qui commence déjà là et qui va s'intensifier dans quelques semaines vont se souvenir que nous ne vivons plus pas, que nous n'avons jamais vécu, mais encore moins aujourd'hui, dans un village gaulois. Alors ce livre est forcément marqué, et on comprend en vous écoutant, par la crise ouverte par la pandémie de coronavirus. On a beaucoup phosphoré sur le monde d'après. Ça s'est traduit notamment en librairie lors de la dernière rentrée littéraire. C'est moins le cas, paraît-il, cette année, comme si certains espoirs s'étaient finalement transformés en illusions. Et vous notez que ce nouveau monde post-Covid est en fait le résultat d'une accélération de tendances déjà en germe avant la crise. Lesquelles ? Émilie Aubry. On peut au moins en lister 3. Évidemment, je dirais l'intensification de cette révolution du numérique, c'est-à-dire que le numérique, à l'occasion de cette crise, c'est vraiment et définitivement, je le crains ou je le crois, définitivement invité dans tous les secteurs de notre vie professionnelle bien sûr, mais on a aussi beaucoup parlé de cette chose qui semblait inimaginable, de la vie sociale sur Zoom, des apéros Zoom. Bon voilà, le numérique a envahi tous les secteurs de notre univers. Je crois aussi à l'intensification ou de l'accélération du schisme ou de l'opposition entre État de droit et régime autoritaire, notamment à l'occasion de la guerre des récits qui se fait autour du Covid, évidemment d'abord et principalement entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Joe Biden. Et puis, bien sûr, je crois que ce qui s'est vraiment accéléré, c'est le déplacement du centre de gravité des relations internationales de l'Occident vers l'Orient. On va sans doute parler du départ américain d'Afghanistan, qui est, on le sait, aussi une manière de se reconcentrer justement sur cette zone de l'Asie-Pacifique. Franck Tétart.
Oui, je pense effectivement que ce qui vient d'être dit montre ces tendances et je crois que la Chine, on s'en était aperçu, est en train de retrouver la place qu'elle avait autrefois. Et je pense que sur les tendances lourdes et regarder un peu l'histoire sur du long, c'est aussi intéressant puisqu'on oublie souvent que au début du 19e siècle, la puissance dominante dans le monde en termes de démographie, mais aussi au niveau économique, c'était déjà la Chine, hein, et que l'humiliation connue s'achève aujourd'hui et que l'ambition chinoise aujourd'hui, c'est 2049, à savoir devenir la puissance complète mondiale pour commémorer justement ce centenaire de la création de la République populaire de Chine. On connaît le débat sur les dates limites de passage du 20e au 21e siècle. On retient souvent la date du 11 septembre 2001. Diriez-vous que l'année 2020 nous a fait entrer dans une ère nouvelle, marquée par la rivalité justement américano-chinoise et par les dérèglements climatiques? Émilie Aubry? Oui, je pense que identifier une année, un mois, un jour en particulier, c'est quelque chose de compliqué. Mais il est évident que ces années, cette décennie 2020 va marquer un point de rupture très important. Évidemment, vous l'avez dit, sur la prise de conscience des enjeux climatiques. C'est qu'en fait, réellement, moi, je pense que le monde n'a pas changé brutalement en 2 ans. Je pense qu'il y a eu, en tout cas, et ça, c'est indéniable, une accélération de tendance déjà en germe dans le monde d'avant 2020, disons. Voilà. Je pense aussi que ce qu'on vit en ce moment avec le départ des Occidentaux d'Afghanistan est un point de rupture dans l'histoire géopolitique absolument fondamental, c'est-à-dire le désengagement aujourd'hui de l'Occident et singulièrement des États-Unis de cette zone moyen-orientale et la façon dont le Moyen-Orient va s'ouvrir à d'autres influences. C'est évidemment un moment de rupture très important de notre histoire géopolitique. Oui. Retrait américain relatif pour mieux se redéployer en Asie, Franck Têtard? Oui, alors c'est effectivement un enjeu très important pour les Américains d'être présents en Asie. Et c'est déjà un projet, ce pivot asiatique qui était déjà à l'ordre du jour sous Obama, exactement, et qu'on voit aujourd'hui se réaliser. Et puis aussi, pour les Américains, finalement, c'est la fin de la parenthèse de cette guerre contre la terreur, cette guerre contre le terrorisme qu'ils ont lancée en 2001 en Afghanistan, qui se termine aujourd'hui. Et je crois que l'agenda américain est aujourd'hui beaucoup, et on l'a vu déjà avec Trump, centré sur les intérêts nationaux américains et sur les Américains eux-mêmes, avant d'être à la tête d'une politique étrangère globale. Et même si les rivalités avec la Chine, on le voit, sont évidemment très très importantes. Donc sur ce point-là, il n'y a pas forcément de rupture très nette entre l'ancien président américain Donald Trump et Joe Biden? Pas du tout. Là, je pense qu'il y a une ligne de front face à la Chine qui se renforce même quelque part, même si effectivement Biden va jouer une diplomatie beaucoup plus proche de celle de Obama, de smart power, et va essayer plutôt de jouer la négociation. On voit bien qu'aujourd'hui, la Chine est considérée comme l'ennemi principal aux intérêts américains. Émilie Aubry? Oui, c'est vrai que tout le monde oppose beaucoup les deux slogans, le America First de Donald Trump et le America is Back de Joe Biden. Et en effet, comme l'a dit Franck à l'instant, en réalité, en tout cas en ce qui concerne le Moyen-Orient, on a tous écouté Joe Biden avant-hier soir justifier le retrait des troupes américaines en disant « je fais ce choix pour l'Amérique et pour sauver la vie des Américains ». Donc là, on était uniquement dans une vision et une préoccupation américaine. Il y a quand même un distinguo qui me semble vraiment important de Trump à Biden, c'est évidemment le rapport aux enjeux démocratiques qui est quand même central. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avec les accidents, la violence et les morts de l'attaque contre le Capitole. Il y a ce projet de Joe Biden d'un grand sommet, d'un grand forum des démocraties dans les semaines qui viennent. L'enjeu démocratique reste quand même, me semble-t-il, un élément distinctif fondamental de Trump à Biden. Alors les premiers mois de l'épidémie ont été marqués par la diplomatie chinoise dite du masque. Pourquoi la crise de la Covid-19 a selon vous exacerbé l'expansionnisme politico-militaire de Pékin, mais aussi ses ambitions de proposer un contre-modèle politique, économique et social à celui de l'Occident? Je pense que les Chinois ont bien vu qu'on tâtonnait en Europe, on ne savait pas comment affronter véritablement cette crise et que l'interdépendance de la mondialisation était véritablement mise à nu et tout le monde se rendait compte de la dépendance vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis des masques de l'Asie et par conséquent, je crois que les Chinois ont joué là-dessus et ont voulu montrer aussi au monde occidental qu'eux avaient les moyens de réussir
ailleurs, qu'eux, avec des capacités de diffusion de masques et aujourd'hui de vaccins pour permettre donc aux populations africaines, asiatiques de lutter efficacement contre la maladie et au fond proposer un contre-modèle. Les Occidentaux ont des difficultés face à cette épidémie. Nous avons réussi à juguler alors qu'on n'a aucun chiffre qui ont pu être validés sur le nombre de morts à Wuhan et sur l'ampleur de l'épidémie en Chine, de dire qu'eux avaient réussi finalement à lutter efficacement contre l'épidémie et aujourd'hui voulaient aider le monde à faire de même. Alors vous consacrez la dernière partie du livre au Moyen-Orient et vous vous demandez notamment si l'après-Covid ne sera pas synonyme de nouvelle ère pour Israël. Pour quelles raisons, Émilie Aubry ? De nouvelle ère, en tout cas, il s'est passé au moins 3 choses intéressantes à noter. D'abord, la façon dont Benyamin Netanyahou a utilisé la campagne de vaccination comme une formidable arme de soft power, du moins dans un premier temps, avec ce partenariat, ce deal noué avec les laboratoires Pfizer, qui ont fait que pendant des semaines, voire des mois, le monde entier a regardé vers Israël, a envié ces images de retour à la vie normale, cette rapidité, cette souplesse aussi, cette agilité dans le fait de vacciner. Nouvelle ère aussi parce qu'il y a le départ de Benyamin Netanyahou qui ne vous a bien sûr pas échappé et qui était perçu comme pour beaucoup d'observateurs comme l'étape absolument indispensable avant de pouvoir éventuellement envisager le retour au moins à la réflexion intellectuelle à ce que pourrait être et ce que devrait être une solution à 2 États. Donc ça, c'était évidemment très important. Et puis on n'oublie pas, pendant des mois, des années, on disait que l'enjeu israélo-palestinien était un conflit désormais passé au second rang des préoccupations internationales depuis la guerre irako-syrienne. On a bien vu avec ce qu'on appelle maintenant la guerre éclair du mois de mai dernier que le conflit israélo-palestinien est redevenu au premier plan des préoccupations internationales. Il va sans doute retomber provisoirement et ponctuellement dans l'oubli, notamment avec cette actualité afghane et bientôt l'actualité irakienne lorsque les États-Unis vont s'en retirer dans quelques semaines. Mais enfin, le mois de mai, de ce point de vue-là, a marqué 2 moments clés, en effet, de l'histoire de cette région du monde. Franck Tétart, est-ce que la rivalité, ce sera ma dernière question, entre sunnites et chiites va favoriser encore dans les mois à venir, les années à venir, le rapprochement d'Israël avec ce pôle saoudo-émirati face à l'Iran ? C'est clair qu'on a vu cette tendance se dessiner au cours des dernières années, qui est particulièrement intéressante et qui marque une vraie rupture. Je crois que l'Arabie saoudite ne pourra pas facilement normaliser avec Israël. L'Arabie saoudite est l'État sur lequel se trouve les lieux saints d'islam et où, je vais dire, la politique, et notamment vis-à-vis du monde arabe, a toujours été celle de la défense des Palestiniens. Et je crois que ça serait une rupture trop forte aujourd'hui pour le gouvernement et pour l'acceptation de sa population d'aller vers ce genre de choses. Même si on sait que, à travers les Émirats, qui ont donc signé cet accord de paix, la paix d'Abraham avec Israël, on voit qu'il y a un rapprochement, et il y a un rapprochement en sous-main depuis plusieurs années des services de sécurité saoudiens, israéliens. Il y a des rencontres officieuses, comme vous le savez, qui ont lieu régulièrement, mais je crois que la population saoudienne et l'Arabie saoudite n'est pas encore prête à faire le grand pas. Émilie Aubry, Franck Tétart, merci beaucoup d'avoir été mes invités cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Le Dessous des cartes, le monde mis à nu. C'est paru en par les éditions, c'est publié chez les éditions Talendier en collaboration avec Arte Éditions. À très bientôt. À bientôt. Merci.